on y va, on va en consultation. Et c'est là que moi je crois que j'ai pas vu venir le truc. Un cancer du col de l'utérus à un stade très avancé. Le diagnostic en anglais. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en médecine et si tout se passe bien, dans quelques mois, je commence mon internat. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo anecdote et je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé un jour quand j'étais en stage dans un service de gynécologie en tant qu'externe. Donc quand j'étais en 5e année de médecine, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es externe, c'est quand tu travailles à mi-temps à l'hôpital. Donc soit tu fais des demi-journées ou tu fais des journées complètes, donc t'alternes semaine on, semaine off. Et quand tu arrives en 5e année, tu as un stage obligatoire dans un service de gynécologie ou de pédiatrie. Et moi, j'étais affectée dans un service de gynécologie. Avant de commencer cette anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sur ma chaîne, je publie du contenu médical, des anecdotes, des vlogs de médecine, des méthodes d'organisation, de travail, voilà, des petites choses un peu comme ça, et aussi des choses un peu random, j'ai envie de dire. Et puis là, dernièrement, j'ai commencé une série de shorts, donc des vidéos format short sur YouTube et sur Instagram, où je publie du contenu, cette fois-ci, j'ai envie de dire, purement médical. Par contre, là, j'entends du gros bruit. Je vais fermer la porte. Ces mêmes vidéos, tu les laisses sur YouTube en format short, mais sur Instagram, je les ai quand même, on va dire, mieux organisées. Et surtout, tu peux directement savoir, ça parle de quelle vidéo quand tu vas sur ma page. Donc, quand tu vois mes publications, donc tu vois donc les différents carrés avec les images, le nom de la maladie, du symptôme. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ça. Mais bon, je pense que je continuerai quand même à publier sur les deux plateformes. Trêve de bavardage. Parlons vraiment de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, c'était mon premier jour de stage dans ce service de gynécologie, pas mon premier jour de stage de toute ma vie. Le stage commence à... Alors, pas le stage, on a un staff, les professionnels de santé, les médecins. Ce staff-là, c'était surtout les médecins se réunissent dans une salle et ils discutent un petit peu des différents patients, de leur prise en charge. Ce staff, généralement, il commence quand même assez tôt dans la journée. Il était, je crois, 8h. Mais quand on a des staffs comme ça, parfois, il faut être là dès 7h30, dès 8h. Donc j'étais là, je rentre, donc c'est une salle. L'agencement de la salle, en fait, t'as plein de chaises comme ça, des tables posées un peu de manière circulaire, on va dire, et t'as un écran où ils projettent les imageries, les analyses, les documents des patients, donc à chaque fois qu'ils parlent des patients. Voilà, je pense que je me suis un peu égarée dans du détail presque inutile dans cette anecdote. Donc moi, je rentre dans cette salle et on s'installe, et à ma droite, il y a un médecin. Au départ, moi, je savais pas que c'était un médecin, et il est en train d'écouter, prendre note. Moi aussi, voilà, j'écoute, je prends des notes. Un petit peu vers la fin, il me dit excuse-moi, t'es en 2e année? Je lui dis non, je suis en 5e année. Déjà je me dis attends, on voit ma tête, j'ai une tête de 2e année, c'est ça? Et ça me blesse un peu. Mais bon, je me dis ok, bon, s'il me prend pour une 2e année, il va m'aider un peu plus. Et puis là il me dit ah bah tu viens en consultation avec moi? Et je lui dis bah oui d'accord, super, parce que de toute façon pour le mois à venir, moi j'étais assignée en consultation. Donc en fait on tourne, mais plusieurs étudiants, on tourne, ça veut dire que bah, pendant un mois je fais de la consulte, après on a le service d'hospitalisation, il y a également la maternité, suite de couche et le bloc opératoire. Donc on tourne entre les différentes ailes, on va dire. Et là, quand il me dit bah tu viens en consultation, moi je me dis mais super, et je suis contente parce que je me dis mais c'est quand même un service dans lequel on te calcule et ça c'est quand même pas très fréquent. Enfin ça dépend des services, je peux pas dire pas très fréquent, moi je ne parle que de mon expérience là, mais il y a des services vraiment t'es là à tenir le mur et c'est rare, on te demande ce que tu fais, on te propose de venir avec, vraiment de même. Et vraiment j'étais très contente et du coup je lui dis d'accord et on y va, on va en consultation. Et c'est là que moi je crois que j'ai pas vu venir le truc. Ça commence et c'est quelqu'un d'hyper stressé. Le médecin en question il est très speed, très stressé. Et là on rentre dans le box, il s'assoit, il me donne une chaise, je m'assois à côté de lui, il lance son PC pour lancer le logiciel où on a les différents patients. Le PC ne démarre pas très rapidement. Ça c'est vraiment un vrai problème. Je comprends pas pourquoi on a des hôpitaux, on a toujours des PC, j'ai envie de dire c'est des PC du Moyen-Âge le truc, mais c'est très lent et lui il est très stressé. Et à 9h on commence à avoir nos premiers patients, donc on a la liste avec tous les patients qu'on va avoir ce jour-là et on commence nos premières consultations. Et la vitesse à laquelle s'enchaînent les consultations, moi j'ai jamais vu ça, vraiment j'ai jamais vu ça, surtout dans un service comme la gynécologie. Ça peut dépendre du motif, mais il y avait des motifs quand même. Ah franchement je me dis non, chère Annie, on prend quand même allez, une bonne vingtaine de minutes pour ça. Il y a des questions complexes à la suite
C'est pas aller vite vite vite, on boucle et on met la personne à la porte. Et en fait, je comprends que la raison pour laquelle il m'a appelé, c'est qu'en fait, il ne peut pas travailler seul. Il a besoin d'une secrétaire sur place. Donc j'allais tout bêtement prendre ce rôle de secrétaire. Et c'est un peu ce que j'ai fait toute la matinée. À savoir, faire des photocopies des comptes rendus des patients, aller imprimer des feuilles, prescrire des arrêts de travail, puis les signer, imprimer les ordonnances, les signer. Ah oui, j'étais aussi, on va dire, une secrétaire mobile. Je me déplaçais aussi de salle en salle pour aller chercher cette fiche qui n'était pas dans cette autre salle. Parfois, je devais accompagner des patients, aller prendre rendez-vous avec eux dans un service qui se trouvait à l'autre bout de l'hôpital. J'étais épuisée, vraiment j'étais épuisée. Mais en même temps, je me disais, bon, tu fais quelque chose, mais c'est pas du tout en rapport avec la médecine. Peut-être la prescription de l'arrêt de travail, pourquoi pas, mais quand même. Souvent, il le faisait lui-même et moi, je devais juste rapidement vérifier. Non, pas vérifier. Il n'y a pas de vérification ici dans son box. Non, je devais tamponner. Et à un moment, il y avait même une secrétaire qui a fait une réflexion parce qu'elle me voyait me balader de salle en salle, arriver dans le bureau des secrétaires. Elles étaient un peu énervées. Elle parlait entre elles, elle disait, mais pourquoi l'étudiante, elle fait du secrétariat? Il m'a aussi montré quelques gestes, donc il m'a demandé, est-ce que tu as déjà fait un frottis cervico-utérin? Vous voyez, on rentre une espèce de brosse au niveau du col de l'utérus pour récupérer des cellules et pour dépister tout ce qui est cancer du col. Il m'a montré aussi comment on pose un spéculum. J'ai fait quelques petits examens, une palpation des seins. Il me laissait examiner. Mais c'était speed. Après, c'est quelqu'un qui est très doué, on va dire, dans les gestes. Moi, j'ai déjà vu au bloc aussi. Humainement parlant, vraiment, c'est un zéro. Mais d'un point de vue technique, vraiment, il est top. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours de certaines patientes qui disaient qu'effectivement, il est vraiment apathique, limite indifférent face aux émotions des gens, mais que c'est vrai que la suture de césarienne qu'il lui a fait, ou bien l'intervention qu'il a fait était vraiment top. Les personnes qui voyaient ça, à chaque fois ils étaient étonnés du résultat, ils étaient impressionnés, qui leur disaient que c'était vraiment du beau travail. Donc oui, d'un point de vue technique, vraiment il est top. Il y a quand même du bon à dire. Parce que là, on va passer à la partie où vraiment, je pense que vous allez oublier le positif. Là, t'as une table, c'est le bureau, d'accord? Je te fais un peu des gestes avec mes mains, avec la perspective, d'accord? Donc tu t'imagines le bureau, t'as deux chaises, une ici, là t'as le médecin et moi je suis à côté. Ici, t'as un endroit où le patient, la patiente se fait examiner. Donc en gros, c'est séparé comme ça, avec un paravent. En face donc, du bureau, t'as la chaise ou les deux chaises pour les patients et t'as une porte, la porte d'entrée comme ça. En fait, je suis en train de te donner tout ce détail pour que tu puisses t'imaginer un peu la scène et pour que tu saches aussi où se trouve le médecin. Donc oui, dans cette situation-là, le médecin est dans la salle. On reçoit une patiente. La patiente rentre avec son fils de 16 ans. Elle ne parle pas très bien le français, mais elle se débrouille plutôt bien en anglais. Franchement, elle se débrouillait vraiment très bien, j'ai envie de dire. Elle n'était pas, on va dire, fluent, mais elle se débrouillait quand même plutôt bien. Le médecin, lui, ne parle pas du tout l'anglais. Peut-être en yes, no, si tu veux, mais je l'ai rarement entendu parler, même avec ses patients. Franchement, le contact qu'il avait, sa façon de parler, c'était bon, je vais vous examiner. C'est un petit peu, moi je suis dans du pratico-pratique. Je dois faire ci, ok, j'examine, j'exécute, allez, au revoir. Enfin, c'était ça en fait toute la matinée. Et cette personne-là, c'était notre dernière patiente de la matinée. Donc elle rentre, son fils rentre aussi avec, mais vu qu'elle va se faire examiner avec pose de spéculum, donc pour aller regarder le col de l'utérus, on fait sortir, donc il fait sortir le fils, mais vraiment zéro taxe, il lui ouvre la porte pour que le gamin se casse en fait. Et il lui a même pas dit pourquoi. Et vraiment, enfin, je sais pas, c'est gênant, moi franchement toute cette journée, enfin, inconfortable quoi, vraiment. Franchement, si tu sais pas trop te débrouiller, juste un petit excuse me, enfin, ça peut le faire. Et ben non, lui il a pas le time, il est pressé. Donc la patiente, il demande de s'allonger donc sur le lit de la patiente, il examine son col, il y avait un saignement, il fait ce qu'il y a à faire pour arrêter le saignement, en même temps il m'explique un peu, et une fois qu'il a examiné, la patiente est en face de nous, il ouvre son dossier médical. En fait, il s'agit d'un cancer du col de l'utérus, ou de l'utérus, mais je ne sais plus trop lequel, en tout cas à un stade très avancé, un stade terminal. Pourquoi? Parce que le cancer s'est propagé un peu partout, plusieurs de ses organes ont été touchés. Le médecin en question, donc qui la voit, j'ai pas trop l'impression qu'il était au courant de ça lui-même. Je ne sais pas du tout si c'est la première fois qu'il voyait cette patiente. Franchement, vu comment il interagissait avec elle, enfin j'ai pas du tout l'impression qu'il se connaissait. J'ai l'impression qu'il prenait le relais et que c'était une patiente qu'il ne connaissait pas. Et là la patiente est assise devant nous. Il me dit, explique
explique lui que c'est un cancer très avancé et que il y a des métastases. Métastases, ça veut dire que le cancer s'est propagé partout, dans différents endroits du corps. Donc lui à côté, il est en train de faire des ordonnances, des prescriptions. Donc en fait, il s'avance dans son travail sans vraiment être là pour la patiente pour lui expliquer le truc le plus important. Alors ce qu'il attendait de moi, c'est que je lui explique le diagnostic en anglais. Alors là, je me dis que c'était peut-être pas une annonce parce que je crois que la patiente était déjà au courant qu'elle avait un cancer, mais pas que c'était un stade très avancé. Et une annonce, comment ça se passe déjà? Moi-même, j'ai déjà vu. J'étais dans un service d'oncologie. Il y avait une semaine à passer avec une infirmière d'annonce. Donc il y a des gens qui sont formés pour ça, d'accord? En tant que médecin aussi, quand t'es dans un service, surtout comme la gynécologie où il peut y avoir pas mal de cancers, cancer du sein, cancer du col, cancer de l'utérus, je pense que quand même tu dois être un minimum formé pour savoir annoncer et tu dois connaître, de savoir un peu les principes, donc comment ça se fait. De toute façon, ça fait partie, on va dire, de la base de la médecine. Je vais revenir sur l'histoire avec ma patiente, mais avant ça, j'aimerais vous expliquer un peu comment ça se passe une annonce. Cette infirmière d'annonce, quand j'étais avec elle, on était vraiment dans une pièce, ça faisait un peu petit salon avec des fauteuils et on discute. Elle annonce le diagnostic avec empathie, en prenant le temps. Ceci, la personne, c'est trop lourd, peut s'arrêter, elle peut revenir une autre fois et on continue la consultation. Faut que ça se fasse dans la bienveillance parce que c'est quand même quelque chose de très difficile qui va être annoncé. Ça dépend aussi du type de cancer. Il y en a, on est quasi sûr que c'est incurable quoi, irrécupérable, et d'autres, on reste quand même assez optimiste. Donc voilà, il faut prendre tout ça un peu en compte. Et il faut prendre en compte aussi l'état du patient, de la patiente qui veut ou ne pas avoir plus d'informations, qui est un peu dans le déni, qui est en colère. Il y a plusieurs phases en fait. Voilà, ça tout simplement pour vous dire un peu les conditions d'annonce. Et bien sûr, c'est pas un truc à répliquer à la lettre. Bon, après, dans ce cas-là, j'ai pas trop l'impression que c'était la première fois. Peut-être qu'elle a déjà eu cette consultation d'annonce. Mais là, pour moi, j'estime qu'annoncer que c'est passé à un autre stade, à un stade plus élevé, même si t'es mentalement préparé, bah je pense qu'il y a quand même des conditions optimales ou certaines conditions à respecter. Parce que je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors revenons à notre patient. Donc il me demande d'annoncer en fait le cancer en anglais. Et lui, il est complètement détaché de la situation. Il faut savoir que c'est mon premier jour de consultation. J'ai pas suffisamment insisté là-dessus. C'est vraiment mon premier jour de consultation, mon premier jour dans ce service-là et mon premier jour en consultation. Donc en fait, il s'attend quand même de ma personne à ce que je fasse une annonce. Peut-être pas comme je vous l'ai dit au départ, la première annonce, peut-être que la patiente était déjà au courant, mais ça reste quand même la première fois qu'elle va savoir que son cancer a quand même évolué et qu'il est arrivé à un stade terminal. Et ça, je dois lui expliquer en anglais. Donc la patiente, elle est devant moi. Le fils est à l'extérieur. Il est toujours à l'extérieur. D'ailleurs, je me demande dans cette situation, son fils a 16 ans. Je me demande, est-ce que il fallait faire rentrer le fils ou pas? Est-ce qu'il fallait prendre un interprète? Est-ce qu'il aurait fallu organiser ça autrement? Bon, ça, j'ai la réponse. C'est évidemment un oui. Il m'a pris de l'étage en me demandant si j'étais en deuxième année, justement pour savoir si j'allais lui être utile pour faire la secrétaire. Il m'a demandé si je parlais en anglais. Je lui ai dit oui. Donc là, il voulait m'utiliser, clairement m'utiliser pour faire une annonce. Il m'a même pas demandé si pour moi ça m'allait ou pas. C'est pas quand même quelque chose de forcément évident à le faire. Et puis j'estime que je suis toujours étudiante, toujours externe. Je veux bien le faire, mais il faut que déjà moi-même je sois accompagnée pour pouvoir le faire dans des conditions optimales. Et ben non, en fait il part du principe que je maîtrise tout. Et puis de toute façon ici, qu'on maîtrise des choses ou pas, on s'en fout. Et puis voilà, donc la patiente est devant moi. Je suis quand même assez stressée. Je m'en souviens plus exactement ce que je lui ai dit, mot pour mot. Je lui ai dit que son cancer a touché plusieurs de ses organes. J'essaye quand même d'avoir une voix, on va dire, plutôt rassurante et de rester proche d'elle en la regardant dans les yeux. C'est fou quand même. Même quand là je dois le dire, c'est pas facile. Moi je me mets à la place de cette personne où t'as quand même un putain de médecin là à côté qui en a absolument rien à foutre de la situation. Toujours en train de prescrire ou faire je ne sais quoi, d'anticiper la prise en charge pour les patients à venir alors que t'as une patiente juste devant toi. Et tu ne la calcules même pas. Franchement, ça se fait pas. Et là, je bug, je sais pas comment on dit, métastase, et que ça a touché des ganglions. En fait, il me laisse faire, il dit rien, enfin, c'est très perturbant. Donc là, je me retourne et je lui dis, enfin, je sais pas comment j'explique métastase. Enfin, il me dit, je sais même plus ce qu'il a dit. En fait, j'avais l'impression qu'il n'était pas là. Donc j'essaye d'expliquer que le cancer s'est propagé un peu partout. Donc je lui dis, your cancer is spreading in different parts of your body. Et je crois que là, elle comprend que ça va plus trop. Elle est pas trop sûre parce
que déjà moi-même je suis pas rassurante, je suis pas rassurée, même si je peux pas la rassurer, même dans mes mots, dans mon manque de compétences, bah je peux pas la rassurer. Ça c'est très très dérangeant. J'étais dans un autre service, une étudiante de 5e ou de 6e année devait faire l'annonce, les médecins lui ont proposé, mais avant ça, ils lui ont expliqué, ils sont rentrés avec elle dans la pièce et ils lui ont dit, t'expliques et t'inquiète pas, s'il y a un souci, nous on rebondit. C'était un patient que cette étudiante suivait de près, donc elle savait, elle connaissait un peu la personne. Et oui, donc là, à ce moment-là, pourquoi pas, mais moi, en fait non, je ne connaissais absolument rien. C'était vraiment la première fois que je voyais cette personne me donner un travail comme ça. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué pour moi et c'est beaucoup plus compliqué pour la personne en face. Et ensuite, la patiente me demande, is there any medicine, therapy to cure? Parce que dans sa tête, il y a quand même une possibilité de guérison. Je lui dis, elle me demande si il y a des traitements qui vont faire qu'elle va guérir ou pas. Et là, elle me dit, dis-lui, je sais pas, mais il me regarde ni moi ni elle. Du coup, je lui dis, ça, on sait pas, enfin, il faut essayer pour voir, il y a des traitements à essayer, mais vraiment, on sait pas. Et là, elle me demande, how long am I gonna live? C'est dur. How long am I gonna live? Combien de temps il me reste à vivre? Et c'est moi qui dois donner la réponse. Je suis pas en train d'inventer cette histoire. Je l'ai vécue. Et je lui demande, ça, il a compris. Encore une fois, hein, complètement détaché. Dis-lui que tu sais pas. Ah mais... oui, tu sais pas. Je lui dis, we don't know. Elle me dit d'accord, mais... franchement, je sais pas. Je suis perdue. Elle avait 44 ans. Franchement, aujourd'hui, je sais même pas ce qu'elle est devenue. Je pensais que j'avais quand même pas mal de recul par rapport à cette histoire, maintenant que j'en parle. Mais en fait, non. C'est pas si évident, je sais pas. Moi, en fait, je suis perdue dans cette histoire, tout simplement. Mais juste une chose, je sais que c'était vraiment pas comme ça que ça devait se faire. Vraiment pas. Moi, c'était ma première et ma dernière consultation avec lui. Je suis plus jamais retournée en consultation avec lui. Malgré le côté vraiment technique, le côté humain, franchement, il était pas là. Et je pense que lui-même, il est très très perturbé dans sa vie. Et je me dis, c'est chaud quand même. C'est chaud. D'années d'études, je pense que t'as quand même choisi cette spécialité par choix et en fait t'es tout le temps speed débordé. Je sais qu'il y a un sacré manque de professionnels de santé, par contre ça l'État on s'en bat les couilles. Littéralement. On arrive quand même à décrasser la Seine pour la rendre nageable ou je ne sais quoi. Mais d'un point de vue santé, franchement, c'est vraiment le dernier des soucis de l'État. Et ça, je suis complètement dépassée par cette situation. Non, c'est pas possible. J'étais en consultation avec un autre médecin. Ces consultations commençaient à 8h30. Vu qu'elle prend le temps pour ses patients et qu'elle leur explique, ces consultations parfois peuvent durer même 40-45 minutes par personne. Et en fait, elle est là à 8h30. Sa matinée se termine vers à peu près 13-14h et elle a toujours pas fini parfois de voir les patients du matin. Elle a mangé très rapidement un petit sandwich et ensuite c'est reparti pour l'après-midi. Un jour quand j'étais pas en consultation avec elle, mais je la vois, il était 20h passées je crois. D'ailleurs moi-même je sais pas ce que je faisais à 20h passées là-bas. 20h passées, elle avait toujours pas fini. Il restait encore 3-4 patientes dans la salle d'attente. C'est horrible. Et quand ils ont des étudiants, ils sont très contents, très rassurés. Toi on te met dans ce box et tu prends cette patiente puis cette patiente et moi je m'occupe d'eux et ça va plus vite. Mais le truc, c'est que t'es pas à payer pour ça. Et en plus du fait que tu les aides, parfois ils sont même désagréables avec toi. Ils vont te dire, oui, mais pourquoi t'étais pas plus rapide, nanani. Alors que toi-même, tu découvres un peu le truc, t'es pas du tout gynécologue. En fait, il faut savoir que t'es uniquement en 5e année de médecine. Ça sera peut-être pour une autre anecdote. Ouais. Voilà pour cette anecdote, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, plus je ne sais pas, vu un peu la chute, c'est juste triste en fait. Et c'est énervant aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la situation. Ouais, je suis curieuse. Puis voilà, je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle anecdote, une nouvelle vidéo. Bye!